Que pensez-vous de cette crise ouverte à la suite des propos tenus par Abel Eli Milobé, qui estime que Ernest Ouandié était un bandit? Et que dites-vous de cette levée de bouclier autour de ce sujet? Ce sera la dernière question. D'abord, je suis de ceux qui pensent, et je suis constant là-dessus, que dans tous les pays du monde qui se projettent véritablement et durablement dans l'avenir, il y a des figures de mémoire. Il y a des hommes qui structurent l'âme d'un pays, dont le parcours est le socle de l'âme d'un pays. Ce sont des figures historiques. Et ces figures, dans tous les pays du monde, sont quasiment sacrées. Parce que ce sont des bornes historiques à partir desquelles les nouvelles générations configurent leur avenir, se projettent. Ce sont des bornes sur lesquelles les nouvelles générations prennent conscience de l'héritage qui est le leur et donc de la responsabilité qui pèse sur elles de le préserver et de le perpétuer. Donc les figures comme celle-là, en ce qui me concerne moi, Cabral Libye, ce sont des figures intouchables. Mais ne l'oubliez pas, l'œuvre de la colonisation, c'était quoi? C'était justement de nous priver de ces bornes. C'était justement d'effacer notre histoire pour nous aliéner. Et cela a marché sur certaines personnes. Ça suis quand même étonné qu'aujourd'hui on donne l'impression que ce travail de banalisation, du piétinement, de mépris vis-à-vis de ces figures historiques ait commencé à montrer ses fruits, à donner ses fruits aujourd'hui. Je crois qu'il y a certaines archives qui ont été rendues publiques pour le cas spécifiquement de monsieur Ernest, de la figure historique Ernest Ouandié. Je crois que l'actuel ministre délégué à la justice, déjà dès 2020, le traitait avec le même dédain. Oumniobé, il y a une autre archive que j'ai vue circuler qui date de je ne sais quelle année, tenue par un militant, je ne sais quel parti encore, sur le plateau de STV, traitant Oumniobé de bandit. Donc, il y a comme ça des avatars de l'aliénation coloniale qui continuent dans notre société à prospérer. Mais, pourquoi on devrait, la vérité est que nous devons prendre conscience pour mettre la minorité et même contraindre au silence les velléités, je ne dis même pas des propos, mais des velléités de propos de cette nature. Parce que c'est l'assise historique, politico-historique de notre pays qui est sapée. Donc moi, je n'ai pas de focalisation à faire sur l'individu dont vous avez cité le nom, qui, on le sait très bien, est généralement en roue libre sur un certain nombre de sujets, y compris ma personne. Donc moi, je ne ferai pas de focalisation sur lui. Je déplore tout simplement que l'indignation soit sélective. Je déplore que les soi-disant réactions contre lui, la levée de bouclier, soient sélectives. J'espère qu'elle est sincère et réelle. Et j'espère qu'elle ne s'inscrit pas et qu'elle ne prend pas le propos de Limbilobé simplement comme prétexte pour satisfaire d'autres choses. Mais globalement, je crains, monsieur Okol, que tout cela, en cette année électorale, soit en réalité de fausses pistes qui soient créées pour nous dérouter de l'objectif d'alternance qui est le cap que nous nous sommes fixés. Donc, vous m'avez même eu en me prenant 2 à 3 minutes sur la question. Je n'en dirai pas plus. Moi, je suis focus sur ce qui est important pour les Camerounais, c'est-à-dire l'alternance qui doit avoir lieu par les urnes en octobre 2025. Est-ce que vous êtes quand même conscient que Ernest Ouandié et plusieurs autres personnes ont été réhabilités, et ce, par une loi? Cela, au moins, crée autour de ces personnes une certaine respectabilité. Si ces personnes ont été réhabilitées, ça veut dire qu'elles sont dignes. Ça, c'est la lecture que vous faites de la réhabilitation. Je vous rappelle que notre arsenal constitutionnel parle du pouvoir de grâce.
et de l'amnistie qui relève du domaine de la loi. Notre constitution ne parle nulle part de réhabilitation. Le pouvoir de réhabilitation est une manœuvre politicienne. On peut réhabiliter les pires bandits de l'histoire. Vous n'allez pas recommencer, s'il vous plaît. Ne mettez pas de l'huile au feu. Je dis simplement que celui qui réhabilite, d'ailleurs vous voyez très bien que M. Osende Afana n'a pas été dans le souci de celui qui a réhabilité. Vous voyez très bien que tous les criminels qui ont tué des gens sous le prétexte Riedna Leba, Makanda Pout et bien d'autres qui ont tué les gens dans le pays Banen, dans la Sanaga maritime, tous ces criminels, on ne les a pas évoqués dans la loi de réhabilitation. On a évoqué leur patron, celui dont ils se réclamaient. Nous sommes en face d'une manœuvre politicienne. Je n'ai rien à regretter. Je dis simplement que j'ai entendu M. Zonga. Peut-être que vous aussi vous l'avez entendu. Oui, mais comparaison n'est pas raison. Et la faute commune ne crée pas le droit, Elimbi Lobert. Pardon? Comparaison n'est pas raison et la faute commune ne crée pas le droit. Laissez-moi aller au bout de ma pensée, sinon ça n'a pas été nécessaire. Allez-y, exprimez-vous. Voilà, j'ai entendu M. Zonga dire que le président Biya est un démon incarné. J'ai entendu ça. On a diffusé ça ici avant-hier. Voilà. Monsieur Zonga peut être condamné pour ça. Au contraire, c'est vrai. Je n'ai pas vu la communauté du président de la République lever le bouclier, lancer une fatwa contre monsieur Zonga. Je pense que tout le monde doit donc voir que le peuple étant a une certaine forme de tolérance, comprend que des gens qui sont habités par une inculture peuvent se livrer à des débordements de cette sorte. Mais en même temps, si M. Zonga est condamné demain, après-demain, on peut le réhabiliter. Ce qui ne va pas changer le fait qu'il a outragé le chef de l'État. Ce qui ne va pas changer le fait que la famille du chef de l'État, les amis du chef de l'État, la communauté à laquelle le chef de l'État appartient, peut se sentir meurtri en disant que un président de la République en fonction est un démon. Démon incarné, il a dit. Mais est-ce que ce n'est pas un raccourci, Abel Elimbi Lobert? Est-ce que ce n'est pas un raccourci que vous faites en établissant que ceux qui se sentent offusqués, offensés par vos propos appartiennent à une communauté? On a bien vu que dans la toile, il y a des gens autres que de l'aire géographiste de Ernest Ouandjé qui se sont sentis choqués. On a vu circuler une réaction de Gaston Kelman qui n'est pas du tout de Gaston Kelman, je crois bien que c'est lui, qui n'est pas de l'aire géographique de Ernest Ouandjé. Pourquoi faire le parallèle entre ce que vous avez dit de Ernest Ouandjé et la communauté à laquelle il appartenait? Mais est-ce que quand je parle de communauté, je parle seulement de communauté ethnique? C'est vous qui réduisez ça à ça? Vous croyez que si moi qui me fâche, moi je suis pas je me suis senti meurtri de voir un homme que le président qui a fabriqué de toutes pièces prendre devant toute la nation camerounaise la responsabilité de dire que Biya est un démon? Moi, je ne suis ni du RDPC, ni du parti des Zonga, je ne suis pas écart, mais j'estime que c'est une preuve de la dangerosité politique de ce monsieur qui a déjà dit auparavant que c'est lui qui a organisé la fraude électorale contre John Fundi en 92. Est-ce que c'est seulement la communauté familiale ou ethnique de John Fundi qui en a souffert? Est-ce que c'est seulement la communauté politique à laquelle John Fundi appartient qui en a souffert? Est-ce que c'est seulement la communauté de tous ceux qui se soumettent aux exigences morales qui ont souffert de ce qu'un individu fait un aveu d'une faute pénale
c'est une faute pénale. Ce n'est pas une opinion. Si quelqu'un se met devant vous pour dire oui, c'est moi qui ai organisé la fraude électorale, normalement, on devrait ouvrir des poursuites. Mais l'esprit de tolérance et la façon dont le régime nous gouverne a voulu qu'on écoute ça, qu'on s'indigne, et bien qu'il n'y ait aucune suite et que ça reste comme ça. Les mêmes qui ne se sont donc pas indignés, lorsque M. Zong a dit que c'est lui qui a organisé la fraude, pour que le Cameroun ne connaisse pas son alternance en 92, ce sont les mêmes qui ne s'indignent pas quand Jean de Dieu Momo dit que Ernest Wandé était un chef bandit. Ils ne se sont pas indignés. C'est les mêmes qui ne s'indignent pas quand M. Zonga dit que Paul Biya est un démon. C'est les mêmes qui ne s'indignent pas lorsque Paul Biya vient se soigner en France et qu'une ordre d'individus gêne son séjour. Ils ne s'indignent pas. Les mêmes ne se sont pas indignés lorsque des gens se réclamant de la base de Maurice Kamto, etc., se réclamant de Maurice Kamto, sont entrés dans les représentations diplomatiques qui nous appartiennent à nous tous. Ils ont détruit les représentations diplomatiques, ils ont profané le visite du chef de l'État de la pire des manières, c'est-à-dire en sortant leur pénis pour uriner sur la photo d'un chef d'État en fonction. Ils ne se sont pas indignés, ils n'ont pas compris qu'ils avaient sémé le lit des choses qui vont se passer bien plus tard et qui vont les indigner également. Ils ne se sont pas indignés, ils ne s'indignent jamais quand ils causent des torts à toute la République, comme les millions de morts. Mais alors, Abel, si vous dites que la communauté à laquelle vous faites allusion n'est pas la communauté Bamileke, mais de quelle communauté vous parlez? Je vous ai simplement dit que la notion de communauté ne se réduit pas simplement. Mais alors, vous faites allusion à quelle communauté de manière précise? Mais ça peut commencer par la communauté ethnique pour aller ensuite à la communauté politique, pour ensuite aller à la communauté morale. Ok, d'accord. Le débat n'est pas là. Le débat, c'est que quand vous dites que le chef de l'État est un démon, vous dites bien plus pire que bandit. Vous dites bien plus pire que bandit. Et je n'ai pas entendu M. Gaston Kelman s'offusquer de cela. Cela veut dire que nous avons une indignation qui ne renvoie pas au piétinement des principes. Nous avons une indignation qui renvoie à ce qu'on ressent par rapport au sentiment qu'on a à l'endroit de X ou de Y. Quand vous détestez Biya, vous êtes d'accord qu'on dise n'importe quoi de lui. Quand vous aimez Ernest Wandé, vous n'êtes pas d'accord qu'on dise quelque chose de lui. C'est de ça qu'il est question. Mais moi, je ne déteste pas Ernest Wandé. Je constate qu'il a pris une orientation politique. Et cette orientation politique a voulu qu'il forme une armée dont il n'avait pas les moyens de faire fonctionner convenablement. Il n'avait pas les moyens d'avoir des militaires entraînés, formés, équipés. Il n'avait pas les moyens d'une logistique visant à les entretenir là où il devait les placer. Il avait choisi de les mettre dans les bourses. On ne fait pas une guerre de cette manière. Très bien. On ne combat pas une armée régulière d'un État constitué de cette manière. Alors, Abel et Libilobert, l'objectif de cet appel en direct était d'informer nos téléspectateurs qui nous ont brocardés, traités de tous les noms d'oiseaux. D'aucuns disaient que nous sommes des blagueurs parce que nous avons annoncé que vous étiez là. Hier, à la fin de cette émission, nous avons bel et bien informé les téléspectateurs du message que nous avions reçu de votre avocat. Mais évidemment, les Camerounais sont comme ça, on ne va pas leur en vouloir. Deux dernières questions. Abel et Libilobert, vous dites, vous acquiescez mordicus de manière péremptoire que vous êtes tribaliste. Abel et Libilobert, la question que je vous pose c'est, quel salaire et qu'est-ce que vous gagnez à être tribaliste? Je n'ai jamais dit que je suis tribaliste. Je ne sais même pas très bien ce que les gens veulent dire par cela. Parce que on dit que je suis tribaliste,
Moi, je dis que ceux qui disent ça sont tribalistes. On dit que vous, Armand, vous êtes tribaliste, et ainsi de suite. Je ne sais même pas s'il y a encore quelqu'un au Cameroun qui n'est pas tribaliste. Parce que dès que vous dites à quelqu'un quelque chose qui est vrai et qu'il n'accepte pas, il dit que vous le dites par tribalisme. Bon. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Je dis oui, vous dites que je suis tribaliste. Sauf que je fais remarquer que je ne vous fais aucun préjudice. Je ne vous fais aucun préjudice. Mais ça ne souffre de rien, Abel Bilobé. Vous êtes formellement à la guerre permanente contre les Bamileke. Vous l'avez dit. Vous avez tancé le sénateur Pierre Flaboun Gayab de tous les noms d'oiseaux, les députés, les maires, les conseillers municipaux qui sont Bamileke. Vous avez décidé de mener une guerre contre eux. Vous estimez que pour des raisons de commerce, les Bamileke envahissent les Douala et les Bassa à Douala. Vous le dites régulièrement. Bon, c'est vous qui utilisez vos termes. Vous utilisez vos termes pour rendre ma pensée, mais moi je n'utilise pas vos termes. Moi je ne parle pas d'envahissement. Je ne parle pas de Bamileke. Je dis que la fonction de représentation est une fonction de représentation communautaire. Il s'agit de représenter les Makas, il s'agit de représenter les Boulous, il s'agit de représenter les Ewondo, ainsi de suite. Chacun doit veiller à ce que les fonctions de représentation ne soient pas galvaudées, que des gens ne viennent pas représenter des communautés auxquelles ils n'appartiennent pas. Et ça, ce que ça gêne, c'est ce qui profite du désordre. Et pour se justifier, ils évoquent le tribalisme. Mais moi, je n'ai jamais dit à ma communauté d'aller prendre les sièges des députés à l'ouest. Je n'ai pas dit à ma communauté d'aller prendre les sièges des députés dans le Niamey. Je n'ai pas dit à ma communauté d'aller chercher à prendre les sièges des députés dans le pays Maka, etc. J'ai dit à ma communauté que les 19 sièges que le chef de l'État a donnés pour représenter le littoral doivent être occupés par les enfants du littoral. Quel que soit le mouvement des populations, quels que soient les frères du nord, du sud qui habitent le littoral, ce n'est pas à eux de représenter le littoral. Le littoral doit être comme l'Est. L'Est est représenté par des enfants de l'Est. Le littoral doit être comme le Nord. Il est représenté par des enfants du Nord, et ainsi de suite. Mais vous ne dites pas seulement ça, Abel Bilobé. Vous dites également que l'insalubrité galopante dans la ville de Douala est du fait des Bamileke. Or, tout un premier ministre a organisé un conseil interministériel mercredi dernier pour parler de l'insalubrité. Là, c'est une posture tribaliste, non? Vous m'avez entendu dire que ce sont les Bamileke qui organisent l'insalubrité. C'était important. C'était important. Ceux qui font l'insalubrité dans la ville de Douala, ils se connaissent. Ils se connaissent. Vous pouvez refuser que c'est des comportements communautaires. Ceux qui font ça et qui veulent se cacher derrière le Cameroun, ils ne veulent pas qu'on dise que c'est des comportements communautaires. Ils veulent qu'on dise que c'est tout le monde qui fait les activités. Mais il s'agit de comportements en rapport avec le type de valeurs que les gens développent à l'intérieur de leur communauté. Vous allez aussi dire que je dis que les problèmes fonciers qu'il y a au littoral, c'est une communauté. Mais prenez les dossiers fonciers et regardez que si vous avez 100 dossiers fonciers au littoral, vous ne trouvez pas un litige entre un Douala et un Makéa. Vous ne trouvez pas un litige entre un Douala et un Pire. Vous ne trouvez pas de litige entre un Douala et un Poupouri. Vous verrez que les 90, voire peut-être 98% des conflits, c'est les autochtones contre les ressortissants d'une région. C'est révélateur de quelque chose. D'accord. Abel, dites-moi, est-ce que depuis cette crise qui est née de vos propos, est-ce que vous avez reçu des appels de soutien
de certains de nos frères, compatriotes bamileke. Est-ce que dans votre vie au quotidien, vous avez des amis bamileke? Je suis né dans un environnement cosmopolite. 80% de ceux qui bavardent là, ils ne sont pas, ils n'ont même pas la culture cosmopolite. Ils font simplement de l'instrumentalisation politicienne de mes propos parce qu'ils parlent Répondez clairement à ma question. Ben, je suis en train de vous répondre. Vous voulez que je vous dise maintenant, je suis né à Yaoundé. Ce n'était pas mon village. J'ai grandi dans une cité de cheminots qui était cosmopolite. Ce n'était pas un quartier communautaire. J'ai fréquenté à l'école publique de la cité SIC. Je ne vivais pas à la cité SIC, j'allais à l'école à la cité SIC. Mes amis sont là-bas. J'ai fréquenté le siège de la Tourbe, un établissement public. J'ai fréquenté le lycée de Nouvelle, un établissement public. J'ai fréquenté l'université de Yaoundé, un établissement public où j'ai été élu secrétaire général de l'amicale des étudiants de la faculté de sciences. Ça n'avait rien à voir avec le communautarisme. Ceux qui pratiquent le communautarisme sont connus. Et c'est eux qui sont les premiers. Pour ne pas faire leur aggiornamento, c'est eux qui sont les premiers à évoquer le tribalisme. Mais lorsque M. Okol, 7 députés du littoral, sont originaires de l'Ouest, c'est par hasard pourquoi ils ne sont pas 7 originaires de l'extrême nord. Pourquoi 7 députés du littoral ne sont pas originaires tous du sud? Le fait que 7 députés sur 19 du littoral soient originaires du pays, grand pays d'Amérique, le fait qu'un député d'Amoun soit établi au littoral et qu'il soit donc aussi ressortissant de l'Ouest, est bien révélateur d'un comportement qui n'est pas un fait de hasard, ce n'est pas une situation marginale. Ils n'ont pas toujours été 7. Et donc, ils sont donc 7, ils sont donc 8 ressortissants de l'Ouest aujourd'hui à être députés dans le littoral. En 2026, ils seront combien? En 2031, ils seront combien? En 2036, ils seront combien? Mais ce n'est pas les Bamileke qui demandent aux Douala de ne pas militer en politique, de ne pas se présenter aux différents scrutins. Ce n'est pas de leur faute. Vous-même, vous avez récemment mené une vaste campagne en Europe et ailleurs pour mobiliser les frères Douala afin qu'ils soutiennent les candidatures des frères. D'ailleurs, j'ai envie de vous demander combien avez-vous récolté pour cela, combien d'argent on vous a donné et combien de listes homogènes comportant les fils Douala vous avez déjà mobilisé en vue des échéances électorales qui s'en viennent. Est-ce que vous êtes organisé également pour que un fils Douala se présente dans la prochaine élection présidentielle pour que le pouvoir passe de, je sais pas moi, de Vomeka à Douala? Écoutez, quand je suis en train de dire des choses pertinentes, vous me coupez pour analyser votre émission avec des considérations pécuniaires. Je ne suis pas un récolteur de fonds, premièrement. Deuxièmement, je ne suis pas allé récolter les fonds. Peut-être que j'irai récolter les fonds. De toutes les façons, j'ai demandé au SAWA de l'étranger de se préparer, de soutenir les listes des candidats d'Octoto. Vous évoquez une fausse idée répandue justement par les prédateurs politiques. Vous dites que le SAWA ne milite pas. Le littoral a 19 sièges de députés. Il manque 19 SAWA dans le RDPC à investir dans les 19 sièges du littoral. Le Mungo Nord a 3 sièges de députés. Il manque 3 SAWA originaires du Mungo dans le RDPC. Parce que quand je parle comme ça, on croit que c'est l'opposition. C'est le RDPC qui a la majorité de ces députés non autochtones. C'est le RDPC dans lequel les SAWA militent le plus que dans tous les autres partis politiques. Mais Abel Limilobe, vous avez été conseiller municipal pendant 12 ans, soit 2 mandats. Le deuxième a connu une prolongation. Vous savez mieux que moi ce que prescrit la loi électorale
pour la composition des listes, il est dit que les listes doivent respecter la composante sociologique. Or, le littoral, mieux que quiconque, mieux que laquelle autre ville du Cameroun, et c'est d'ailleurs le propre des pôles économiques, est une ville cosmopolite qui n'a pas que des Douala. Donc, il est normal que les ressortissants, d'ailleurs, qui participent d'ailleurs à l'activité économique, soient représentés dans les différentes listes pour être en accord avec la loi. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que la loi appelle composante sociologique de la circonscription. Parce que vous savez, quand vous répétez, quand vous prenez, vous voulez citer la loi, c'est la telle qu'elle est écrite. Elle dit que les listes de candidats doivent tenir compte des composantes sociologiques de la circonscription, pas de la population. On ne parle pas de la population. On parle d'une entité politique et administrative, la circonscription électorale. La circonscription électorale est une entité politique. Qu'est-ce qu'on appelle composition sociologique de la circonscription électorale? C'est ce que le président, c'est ce que le Conseil constitutionnel va nous expliquer en 2026, aux prochaines élections, puisque toutes les listes qui seront constituées de gens qui ne sont pas autochtones de la circonscription vont être attaqués. On ne va pas faire de fatwa. Nous n'allons pas lancer des invitations à mort contre X ou Y. Nous allons saisir le Conseil constitutionnel pour que la pensée du législateur soit clarifiée. Et ce que le Mungo Nord, ce n'est pas une unité administrative Mungo Nord. Mungo Nord, c'est une circonscription électorale. C'est-à-dire, c'est une entité politique. Mungo Sud, c'est une entité politique. Le Bouri qui est un département, a été divisé en 4 entités politiques. Bouri Centre, Bouri Sud, Bouri Ouest et Bouri Est. Ce ne sont pas des regroupements de population. Quand vous prenez Mungo Nord, où le chef de l'État a mis 3 sièges, conformément aux dispositions du code électoral, qui dit que un décret du président de la République fixe le nombre de députés représentant la circonscription à l'Assemblée nationale. Ça on le sait. Mais Abel, voilà. Pour revenir au sujet, s'il vous plaît. Ouais, laissez-moi finir. Vous parlez plus que moi, et ce n'est pas bien. Quand le président de la République donne donc 3 sièges au Mungo Nord, on dit, la loi dit ce que vous venez de dire. Les listes de candidats doivent tenir compte de la composition sociologique de la circonscription, c'est-à-dire du Mungo Nord. Quelle est la composition sociologique du Mungo Nord? C'est les Bamileke? Ou bien la composition sociologique du Mungo Nord? Nous devons entendre ça par les autochtones de Mungo Nord qui doivent aussi être présents à l'Assemblée nationale. On a donc entendu ça comme il faut prendre tout le monde dans la population du Mungo Nord. Le résultat, c'est que les Bakata ont disparu. Parce que ceux qui utilisent cette lecture biaisée de la loi, ils utilisent aussi le vote tribal. Ils utilisent aussi le vote tribal. Le résultat, vous voulez me faire croire que le MDPT n'a pas 3 autochtones du Mungo Nord. Vous voyez que vous vous répétez. Mais Abel et Yubilobé, pourquoi vous ne vous insurgez pas quand les ressortissants d'ailleurs du septentrion, de l'Ouest par exemple, investissent notamment sur le plan du développement dans l'activité. La plupart des grands investissements dans le littoral sont bien l'œuvre des ressortissants qui, du septentrion, qui de l'Ouest. Pourquoi vous n'avez pas la dent dure quand ils investissent? Mais est-ce qu'ils me demandent quand ils investissent? S'ils me demandaient, je leur aurais dit non. Ne vous dérangez pas. Investissez d'abord chez vous. Le chez vous a besoin du développement. Est-ce qu'ils me demandent? Quelles sont les raisons pour lesquelles ils viennent investir ailleurs? Quelles sont les raisons? Il faut leur demander pourquoi vous préférez investir. Pourquoi vous préférez prendre 5000 hectares à Douala, ou dans le Cap, ou dans le Mungo, au lieu d'aller prendre vos 5000 hectares chez vous. C'est à eux qu'il faut poser cette
question. Est-ce que vous tenez compte du fait que Douala est un pôle économique? Kribi l'est davantage. L'une des plus grandes entreprises après la mort de la CDC, c'est le port autonome de Douala. Ça fait courir. Kribi pareil. Oui. Monsieur Okol. Oui. Vous savez pourquoi vous dites que la France est développée? Dites-nous. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous allez à Paris, vous trouvez le développement. Quand vous allez à Lyon, vous trouvez le développement. Quand vous allez dans toutes les villes de France, vous trouvez le développement. Ce développement, c'est les gens qui vivent là qui le font. Je vais en Cameroun, ou quand je vais à Bafoussam, je trouve le développement. Quand je vais à Bafang, je trouve le développement. Je ne veux pas un Cameroun où les Bafang qui peuvent faire le développement, désertent Bafang pour venir faire le développement à Kribi. Personne ne vous a empêché d'aller faire le développement à Bafoussam, à Bafang, oui. À Baganté, à Tcham, oui. À Mbouda. Oui, oui. C'est pour vous dire que le développement est quelque chose qu'on organise. Ce n'est pas le produit de l'État rural. La désertion de la région de l'Est Nord, pour que tout le monde se déverse à Douala, a une conséquence. C'est que non seulement on n'a même pas le développement à Douala, mais on perd la culture du coton, on perd la culture des oignons, on perd l'élevage qui baisse en production parce que les bras qui doivent travailler à l'Est Nord, au Nord, à l'Ouest, pour produire ce qui peut enrichir le Cameroun, de ces régions-là, pour venir faire à Douala ce que personne ne leur a demandé de venir faire. D'accord, on va sortir avec les Libilobé. Dites-nous exactement qui est derrière vous avec les Libilobé. Est-ce que les pouvoirs vous soutiennent dans cette initiative quand on sait que pour le pouvoir, c'est divisé pour régner? On a des informations selon lesquelles vous avez été reçu par certaines pontes du régime. Avant que je ne sois reçu par le Premier ministre, je ne prenais pas mes positions politiques que vous appelez tribalistes. Quand j'ai commencé à dire que si nous voulons la paix au Cameroun, il est temps d'être juste envers les anglophones et de nous organiser pour qu'un anglophone aussi arrive au pouvoir. J'avais été reçu par qui? Il y a quelqu'un qui est derrière moi. J'ai quelqu'un derrière moi. Comment s'appelle cette personne? C'est le peuple camerounais qui a besoin de justice.